Quatrième et dernier épisode de cette thématique consacrée aux grands ministres, aux grands hommes d'État et comme d'habitude, on finit en beauté. On finit en beauté parce qu'on va parler de sans doute le plus grand des ministres, des premiers ministres d'ailleurs, celui qui a donné tout son sens et tout son prestige à la fonction, Richelieu. Le cardinal de Richelieu déjà, c'est pas Richelieu. Quand même un peu de respect ici. Modeste évêque de Luçon, il a gravi les échelons grâce à ses talents, ses réseaux, son éloquence, jusqu'à devenir le premier des ministres de Louis XIII, celui qui le poussera à faire ce mode de gouvernement qu'on appellera plus tard péjorativement l'absolutisme. Oui, parce que pour moi, absolutisme, c'est un compliment, vous voyez, mais pour un vieux bouseux de sans culotte, c'est une autre façon de voir le monde, quoi. Outre ses actions innombrables en tant que ministre, il est aussi connu pour avoir maté les velléités des protestants, particulièrement à La Rochelle, où il a agi comme un mâle alpha, avec une fermeté sans égale. Allez, terminons en beauté avec le cardinal à poigne de Louis XIII, le grand Richelieu. Armand Jean du Plessis est né en 1585, fils d'un capitaine. Il entre dans les ordres, malgré le fait qu'il aurait préféré la carrière des armes. Sa piété sincère ne peut être mise en doute. En 1606, il devient évêque de Luçon, un modeste évêché, et déjà il commence à s'occuper des protestants. Pacifiquement cette fois, puisqu'il tente de les convertir. En toute humanité, faudrait quand même pas laisser ces gens-là dans cet état, les pauvres. Il participe aux États généraux de 1614 et c'est là qu'il se fait remarquer par Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, qui va dès lors devenir sa protectrice en quelque sorte et le propulser en tant que secrétaire d'État. Il devient cardinal en 1622 pour être parvenu à réconcilier la reine-mère avec son fils et après quelques péripéties, il gagne la confiance de Louis XIII qui ne pourra désormais plus se passer de ses précieux conseils. Le cardinal s'entretient régulièrement en tête-à-tête avec le roi avant chaque décision importante, qu'il s'agisse de décisions sur le plan intérieur comme international, car dans les deux cas, c'est un gros bordel. En 1624, après l'arrestation de la Vieux-Ville, qui était alors son principal ministre, Louis XIII nomme tout naturellement Richelieu à la direction du Conseil d'en haut, le conseil le plus important. C'est donc à partir de ce moment-là que le cardinal devient le principal ministre et donc de ce fait le premier ministre du roi qui va dès lors pouvoir mettre en œuvre tout son génie au service de la couronne et des intérêts du royaume. Richelieu est un véritable bourreau de travail. Malgré sa santé fragile, il va mettre toute son énergie et son dévouement au service de l'État, qu'il va administrer, renforcer et réformer. Sa première grande mission va être de mettre au pas la noblesse qui, à cette époque, a une fâcheuse tendance à se battre en duel pour un oui, pour un non, ce qui cause une véritable hécatombe dans ses rangs. Ainsi, par l'édit du 2 juin 1624, très connu, il interdit strictement les duels et les récidivistes seront désormais punis de mort. L'exemple le plus frappant sera la décapitation du duc de Montmorency. Son autre grande mission, c'est sans doute l'héritage le plus important qu'il lèguera au royaume, c'est le renforcement du pouvoir du roi, de l'État, ce que les républicains appelleront absolutisme. Bon, en vrai, le pouvoir du roi, même celui de Louis XIV plus tard, ne sera jamais totalement absolu, mais bon, ça c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, se servant de sa position dominante, il renforce le pouvoir de l'État, et donc celui du roi, sur la noblesse comme sur les corporations et tous les autres corps de la société. C'est donc lui qui est à l'origine de cette mutation importante et très française de l'ordre royal. Autre grande réalisation de Richelieu, l'Académie française bien sûr, mais aussi sur le plan extérieur, c'est lui qui lance de grandes expéditions à travers le monde afin de développer le commerce maritime et les colonies, une œuvre que poursuivra d'ailleurs Colbert, on en a déjà parlé. Il crée de grandes compagnies, il développe la marine et poursuit ce qu'on appelle la doctrine mercantiliste qui consiste pour un État à amasser le plus grand nombre de métaux précieux possible. Mais surtout sur le plan international, il contribue largement par son sens aigu de la diplomatie à faire de la France la première puissance européenne. Et ça, on le doit à son pragmatisme politique hors du commun qui va le pousser, alors qu'il doit combattre les protestants à l'intérieur du royaume, à s'allier aux princes protestants allemands pour contrer la puissance des Habsbourg. D'ailleurs, en parlant des protestants de l'intérieur, c'est là aussi l'un de ses principaux faits de gloire. Je veux bien sûr parler du siège de La Rochelle. C'est Richelieu qui, avec une poigne de fer, s'occupe de ce cas très épineux qui ordonne la construction de la fameuse digue
pour mettre la ville sous blocus et empêcher son ravitaillement par les Anglais alliés des protestants qui voulaient soutenir l'indépendance de cette place forte. Ça nous a donné un tableau magnifique, l'un de mes préférés que je vous affiche à l'écran. Mais regardez-moi cette classe avec son habit de cardinal sous une armure imposante, le regard tourné vers les navires anglais, l'air de dire « Venez me chercher ». Franchement, ce tableau, c'est magnifique. C'est ultra stylé, c'est Richelieu. Grâce à cette victoire sanglante, très sanglante, il faut le rappeler, sur les protestants rebelles de La Rochelle, puis avec l'édit d'Alès, les protestants conserveront leurs droits, mais ne disposeront plus dès lors de plus aucune place forte en France. Et ça, la destruction de cet État dans l'État, on le doit à Richelieu, et d'ailleurs ça devrait nous inspirer pour aujourd'hui, je pense. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, il a réglé les problèmes intérieurs comme extérieurs, il a consolidé les frontières de la France, l'a hissé au rang de première puissance européenne, a réformé l'État, développé le commerce maritime et renforcé le pouvoir du roi. Il n'a pas hésité à de nombreuses reprises à mener les combats en personne sur le champ de bataille, ce qui en fait un cardinal quand même ultra solide et un homme d'État très polyvalent. Ainsi fut Richelieu le plus grand des ministres, le premier des premiers ministres qui ouvrira la voie à d'autres avant que Louis XIV ne décide de s'en passer. Il meurt en 1642, assez impopulaire comme tous les grands hommes qui ont sacrifié leur vie au service de l'État, ce qui fera dire magnifiquement à Corneille, je cite, « Qu'on parle mal ou bien du fameux cardinal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il a trop fait de mal pour en dire du bien, il a trop fait de bien pour en dire du mal. » Une belle épitaphe pour un homme d'exception. Merci à tous, j'espère que cette thématique consacrée aux grands serviteurs de l'État, aux grands ministres, vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique dans La Petite Histoire sur TV Liberté. Salut!